existe un silence particulier que l'on ne trouve que dans les lieux que l'homme a décidé d'abandonner. Ce n'est pas la paix de la nature inviolée, c'est la mélancolie d'un écho qui s'estompe. C'est le son des machines qui refroidissent pour la dernière fois, le son de couloirs qui n'attendent plus de pas. Tel était le silence de la station de recherche arctique Hyperion 6, un squelette de métal et de verre lentement rendu à la glace. Mais au milieu de cet adieu, un cœur battait encore, un homme, la dernière sentinelle. Avant d'entrer dans cette forteresse de solitude, dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous écoutez cette histoire, car l'isolement qu'il a ressenti est un langage universel. Son nom était Elias, un homme de peu de mots et d'un calme que beaucoup confondaient avec de la tristesse. Mais Elias n'était pas triste, c'était un homme qui avait trouvé sa place dans le vide. Tandis que d'autres fuyaient la solitude, il l'étreignait comme une vieille amie. Rester en arrière pour superviser la désactivation finale d'Hyperion 6 n'était pas un fardeau, c'était un privilège. Pendant 3 mois, il serait le roi d'un château de silence, le seul gardien d'une frontière oubliée. Il connaissait chaque son de la base, le gémissement du métal sous le poids de la neige, le bourdonnement du générateur solitaire, le sifflement du vent dans les conduits d'aération. C'était sa symphonie, une berceuse pour un monde endormi. Mais à des milliers de kilomètres de là, au cœur blanc de l'Arctique, une autre intelligence était en mouvement. Ce n'était pas un animal ordinaire, mu uniquement par la faim. Celui-ci était différent. Un ours polaire d'une taille exceptionnelle, dont les yeux ne contenaient pas seulement le reflet de la glace, mais une lueur rusée et inquisitrice. C'était un fantôme, une légende parmi les rares Inuits qui s'aventuraient encore dans ces parages. Il l'appelait Tornazuk, l'esprit invisible. Il ne chassait pas seulement avec la force, il chassait avec l'esprit. Et pendant des semaines, il avait observé Hyperion 6 de loin. Non pas comme un prédateur observant une proie, mais comme un stratège étudiant une forteresse. Il voyait les lumières s'éteindre une à une. Il voyait les hélicoptères partir pour la dernière fois. Et il voyait la sentinelle solitaire qui était restée. Au sommet du monde, être observé n'est pas un pressentiment, c'est une sentence. La guerre ne commença pas par un rugissement, mais par un silence au mauvais endroit. Elias était dans la salle de contrôle, effectuant sa vérification nocturne, quand il le remarqua. Le voyant indiquant la connexion de l'antenne de communication principale était éteint. Étrange. Les tempêtes solaires étaient courantes, mais la liaison était redondante. Il bascula sur le système secondaire. Rien. Un froid qui ne venait pas de l'extérieur commença à lui parcourir l'échine. Il enfila son lourd équipement et sortit dans la nuit polaire. L'antenne principale se dressait comme une aiguille d'acier contre le ciel étoilé. En s'approchant, le baisson de sa lanterne révéla l'impossible. La base de l'antenne, une poutre d'acier de près de 10 cm d'épaisseur, était pliée. Pas brisée par le vent ou la glace, pliée. Comme si une force titanesque l'avait poussée délibérément, avec une précision brutale jusqu'au point de rupture. Son cœur s'accéléra. Il regarda autour de lui, scrutant l'obscurité. Rien. Juste le son de son propre bref se congelant dans l'air. Il rentra, l'esprit en ébullition. Un accident bizarre, ça devait être ça. Il tenta d'allumer le générateur de secours pour alimenter la radio à ondes sourdes. Le moteur toussa, s'étouffa et mourut. Il ouvrit le compartiment de maintenance. La conduite de carburant, un tuyau de caoutchouc renforcé, n'était pas fissurée par le froid, elle était coupée. Une coupure nette, précise. Et à côté, dans la fine neige qui s'est accumulée sur la plateforme, se trouvait la preuve. Une seule empreinte de patte, une empreinte si grande que sa main entière pouvait y tenir avec de la place de reste. Elias recula, le sang se glaçant dans ses veines. Ce n'est pas l'empreinte qui le terrifia, c'est son implication. Un ours ne coupe pas une conduite de carburant. Un ours ne plie pas une antenne de communication. Il avait affaire à autre chose. On était en train de le démanteler, de l'isoler. Quelqu'un, ou quelque chose, était en train de le désarmer pièce par pièce. Et il sut, avec une certitude qui le rendit malade, que la chasse avait commencé. Les jours qui suivirent se transformèrent en un cauchemar éveillé. Le silence, son vieil ami, devint son tortionnaire. Chaque craquement de la glace, chaque gémissement de la structure était le son de l'ennemi qui approchait. Elias, l'homme de la logique, passa en mode survie. Il passa 48 heures sans dormir, à renforcer la base. Il souda des plaques d'acier sur les fenêtres les plus basses. Il barricada les portes secondaires avec de lourdes caisses de matériel. Il créa des alarmes improvisées avec des bottes de conserve et du fil, au point d'accès qu'il ne pouvait pas sceller. Il transforma sa maison en bunker. Mais il jouait aux échecs avec un maître qu'il ne pouvait pas voir. La troisième nuit, l'une de ses caméras extérieures,
Celle qui surveillait le côté sud devint subitement noire. Quand Elias consulta l'enregistrement, les dernières secondes montraient une ombre blanche s'approcher, puis la caméra était retournée vers le ciel nocturne, avant que le câble ne soit coupé. L'ours n'avait pas détruit la caméra. Il l'avait désactivée, conscient de son but. La terreur psychologique s'intensifia. Elias commença à voir du mouvement là où il n'y en avait pas. Son reflet sur une fenêtre sombre le faisait sursauter. Il commença à laisser les lumières allumées dans tous les couloirs, tentant de bannir les ombres qui semblaient conspirer contre lui. Mais la base était grande, et son esprit se mit à lui jouer des tours. Il était certain d'entendre des grattements sur un mur lointain pour découvrir que ce n'était que le vent soufflant de la neige poudreuse contre le métal. La sentinelle devenait prisonnière de sa propre forteresse et de son propre esprit. La semaine suivante, le prédateur fit son coup le plus audacieux. Elias conservait ses provisions dans l'entrepôt principal, un bâtiment séparé, relié à la base par une passerelle couverte. Un matin, il trouva la porte de l'entrepôt arrachée de ses gonds. Mais l'ours n'avait pas touché à sa nourriture. À la place, il avait méthodiquement détruit sa motoneige. Il avait déchiqueté les pneus, pulvérisé le moteur et tordu le châssis. Il ne l'attaquait pas. Il supprimait toutes ses options de fuite. Il lui disait, dans son langage silencieux et brutal, « Tu m'appartiens, tu n'iras nulle part. » Elias était à bout. Le manque de sommeil, la peur constante et l'isolement total l'usaient. Il regardait l'immensité blanche à l'extérieur et y voyait non pas la beauté, mais une prison infinie, avec un seul gardien à l'extérieur. Et il savait que le gardien attendait simplement le bon moment. L'attente était la pire partie. L'attente de l'inévitable brèche. Et puis, le monde devint blanc. Une tempête de neige, l'une des plus terribles qu'Elias ait jamais vues, s'abattit sur Hyperion 6. La visibilité tomba à zéro. Le vent hurlait comme millions d'âmes perdues. Pour Elias, c'était la fin du monde. Pour l'ours, c'était la couverture parfaite. À l'intérieur de sa salle de contrôle, Elias observait ces quelques moniteurs restants qui ne montraient plus qu'un tourbillon de blanc. Ces pièges sonores étaient inutiles face au rugissement de la tempête. Il était aveugle et sourd. Et il savait que l'attaque commencerait. Il s'assit sur une chaise, un lourd pistolet lance-fusée à la main, sa seule arme, le cœur battant contre ses côtes. L'attente était terminée. La brèche ne vint pas d'une porte ou d'une fenêtre. Elle vint d'en bas. L'ours, durant ses jours d'observation, avait remarqué quelque chose qu'Elias, dans son habitude, avait oublié. Une conduite d'admission d'eau de mer, utilisée pour des expériences lorsque la base était opérationnelle. L'entrée sous-marine était à mètres de profondeur, mais avec la glace qui bougeait et se brisait, et avec sa force immense, le prédateur réussit à arracher la grille de protection. Le premier son qu'Elias entendit par-dessus la tempête fut celui de l'eau jaillissant au niveau de maintenance inférieur. Et puis, un bruit de métal déchiré, suivi d'un choc lourd sur le sol. Il était à l'intérieur. Elias ne paniqua pas. La peur aiguë qui l'avait tourmenté pendant des semaines se cristallisa en une clarté glaciale. C'était le combat final. Il n'y avait plus d'issue. Il prit le pistolet lance-fusée et un pied de biche en acier et attendit à la jonction du couloir principal, le seul chemin du niveau inférieur vers le reste de la base. Une ombre émergea de l'escalier métallique. Elle était plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginé. Une montagne de fourrure blanche et de muscles, avec des yeux qui brillaient d'une intelligence froide et calculatrice. L'ours ne rugit pas. Il se contenta de l'observer, la tête légèrement penchée, comme s'il résolvait un dernier puzzle. Elias tira avec le pistolet lance-fusée. L'explosion de lumière rouge remplit le couloir, faisant reculer l'ours avec un grognement de douleur et de surprise, momentanément aveuglé. Elias ne courut pas. Il avança. Il savait que sa seule chance n'était pas la défense, mais une attaque calculée. Il s'engagea dans un couloir latéral, celui qui, il savait, menait à la salle du générateur principal. L'ours, retrouvant la vue, le suivit,
sa fureur maintenant totalement libérée. Ses griffes déchiraient les murs en métal tandis qu'il avançait. Elias atteignit la salle du générateur, un espace exigu et encombré de machines. Il avait attiré la bête sur son propre terrain. Quand l'ours entra dans la salle, Elias, qui s'était caché derrière un panneau de contrôle, jeta le pied de biche sur les bornes exposées du générateur. La salle explosa dans un déluge d'étincelles et un son assourdissant, alors que le métal provoquait un court-circuit massif. Les lumières de la base clignotèrent et moururent, plongeant tout dans l'obscurité totale, à l'exception de la lumière stroboscopique et fantomatique des étincelles mourantes. L'ours, désorienté par le bruit et la lumière, s'arrêta un instant. C'était l'instant dont Elias avait besoin. Il sortit en courant de la salle et, de toutes ses forces, poussa la lourde porte coupe-feu en acier. La porte commença à se fermer lentement sur son mécanisme hydraulique. L'ours, réalisant le piège, se retourna et chargea. Sa tête et ses épaules passèrent par la porte avant qu'elle ne se ferme complètement. La porte le coinça, l'acier grinçant sous sa force incroyable. Elias et l'ours se retrouvèrent face à face, séparés seulement par une porte à moitié fermée. L'homme pouvait voir la poitrine de l'animal se soulever, sentir son haleine chaude et son odeur sauvage. Il plongea son regard dans les yeux du prédateur, et ce qu'il y vit l'ébranla jusqu'au plus profond de son âme. Ce n'était pas de la rage aveugle, c'était de la frustration, c'était de la reconnaissance, c'était le regard d'un égal qui avait été surpassé. Dans un dernier acte de désespoir et de respect, Elias n'attaqua pas. Il prit sa gourde d'eau et la versa sur les mécanismes hydrauliques de la porte, sachant que la température arctique la gèlerait, scellant la porte et le destin de l'ours de façon permanente. Le métal siffla et gela presque instantanément. Le piège était complet. Le rugissement de fureur frustré de l'autre côté de la porte fut la dernière chose qu'il entendit avant que son propre corps ne cède à l'épuisement et qu'il ne s'évanouisse sur le sol gelé. Quand l'équipe de secours arriva une semaine plus tard, elle trouva une scène de guerre. Elle trouva Elias, vivant mais méconnaissable. Ses cheveux étaient presque blancs et il y avait dans ses yeux un vide qui ne le quitterait jamais. Elle trouva la base en ruine et elle trouva son journal de bord. Au début, ils pensèrent que les entrées détaillées sur une guerre d'intelligence avec un ours étaient le produit d'un esprit qui s'était brisé sous la pression de la solitude. Mais ensuite, ils virent l'antenne pliée, la conduite de carburant coupée, les caméras désactivées, la monocyclette détruite. Et finalement, ils ouvrirent la porte gelée de la salle du générateur. Et ils trouvèrent le corps du magnifique prédateur. Son journal n'était pas une œuvre de fiction, c'était un compte-rendu de bataille. L'histoire d'Elias, la dernière sentinelle, et de son ennemi, le fantôme de glace, devint une légende murmurée dans toutes les bases de l'Arctique. Une leçon sur la fine ligne qui sépare l'homme de la nature et sur l'intelligence qui se cache derrière les yeux d'une bête. Elias ne retourna jamais sur la glace. Il passa le reste de ses jours dans une vie tranquille, mais chaque nuit, dans ses rêves, il retournait dans ce couloir sombre, à regarder les yeux de son égal, le roi qu'il avait emprisonné dans son propre tombeau d'acier. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la, pour que la légende continue de vivre, même dans l'ombre. Car la véritable bataille pour la survie ne se livre pas avec des griffes ou des armes, mais avec l'esprit. Et toi, qui as écouté cette histoire, souviens-toi que l'intelligence prend de nombreuses formes, et que le plus grand danger réside souvent dans le fait de sous-estimer son adversaire. Si des légendes comme celle-ci résonnent dans ton âme, laisse un like, partage cette vidéo et dépose un commentaire sur la guerre solitaire de la dernière sentinelle. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de batailles livrées dans l'ombre. De l'obscurité naît la vérité. On se retrouve pour la prochaine aventure.